Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est très important pour moi, cela me permet d'avoir votre avis et aussi éventuellement des informations qui peuvent être très utiles pour moi. Donc merci de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou un simple merci. Ça fait toujours plaisir. En tous les cas, éventuellement aussi un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 29 juillet 2023 avec comme titre « Abandon progressif de l'Ukraine et négociations secrètes entre les États-Unis et la Russie, justement en vue d'une fin de guerre sans que personne ne perde la face ». Ça va être très difficile à mon avis, mais bon, nous verrons bien. Pour information, c'est au minimum le deuxième volet de discussion secrète entre les États-Unis et la Russie. Il y en a déjà eu un physique avéré entre le chef de la CIA et le chef du FSB. En fait, il y en aurait eu deux physiques, et là, ce serait la troisième, mais apparemment virtuelle, quoi. Dans le sens, certainement par visioconférence. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a bien eu négociation. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, on va commencer par une introduction, ensuite les informations générales qui se finira par ma conclusion, et enfin la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe plus ou moins exactement sur le terrain. Voilà, on peut commencer. Alors, les informations générales. Alors, donc les nouvelles du front, globalement, sont que les Ukrainiens ont décidé d'être en mode agressif, donc en allant à fond dans l'offensive, en reprenant leur première tactique d'attaque du 4 juin. Donc leur offensive est surtout entre la ville de Zaporojye et Donetsk, hein, bah, évidemment c'est le front principal, ainsi que sur Artyomovsk, ex-Bakhmut. C'est sur ces deux fronts-là que les Ukrainiens sont les plus offensifs, les plus agressifs. Alors ils lancent visiblement tout ce qu'ils peuvent pour obtenir quelques centaines de mètres ou 1 ou 2 kilomètres, avec des pertes absolument énormes. Alors ils semblent vouloir à tout prix avancer, quel que soit le coût humain et matériel, qui est présentement pour eux terrible. Entre nous, ça c'est la pression des Occidentaux qui, dans les médias, en ont visiblement marre et font une énorme pression pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avant la fin de l'été. La bataille d'Artyomovsk, qui est officiellement pour l'honneur et le symbole, comme l'a rappelé le général Syrski, le commandant suprême des forces terrestres ukrainiennes. Donc Syrski fait une sorte de suicide de ses troupes, faisant un nombre effroyable de morts, mais cette fois officiellement, et dans le sens officiellement pour le symbole et pour l'honneur, et non pas pour un gain militaire. Hein, en fait, c'est pour avoir un gain médiatique. Et là, pour une fois, c'est dit médiatiquement. Alors, comment c'est dit par le général Syrski, c'est qu'il le dit que c'est pas pour un gain militaire, mais pour le symbole et pour l'honneur, mais aussi pour remonter le moral des troupes. Alors si on précise que c'est aussi pour remonter le moral des troupes, donc on se bat à mort et qu'on lance tout pour Bakhmut, non pas pour un gain militaire, mais pour le symbole, remonter le moral des troupes, ça veut dire que ça va pas bien. Mais bon, en gros, comme je vous le dis depuis des mois et des mois, le général Syrski est exclusivement consacré à la bataille de Bakhmut, Artyomovsk, en vrai maintenant,
Voilà, et Zaloujny, bah, apparemment, s'occupe du reste, si Zaloujny est toujours présent, ça on ne le sait pas. Les Russes avancent régulièrement et de manière notable, principalement au nord du front, mais ils avancent sûrement sur tout le front nord par 4 grandes offensives coordonnées ayant déjà percé les 2 premières lignes de défense ukrainiennes. Et oui, parce que ça y est, les Russes ont commencé leur grande offensive. À noter que les Ukrainiens réutilisent de manière intensive l'artillerie, surtout sur le front de Zaporozhye et Donetsk, alors qu'ils n'ont presque plus d'obus, et ils utilisent des obus à sous-munitions qui se sont montrés totalement inefficaces. Aussi, les forces ukrainiennes se mettent à attaquer massivement avec des drones en interaction avec des missiles Storm Shadow à l'arrière du front sur des dépôts de munitions russes, et avec succès. Finalement, Kiev avait raison, il y a bien plus de 100 000 soldats russes dans le nord, 900 chars et 370 véhicules blindés. Tout est confirmé, ainsi que la grande offensive russe qui a bel et bien commencé dans le nord, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, puisque c'était déjà le cas la semaine dernière, mais cette fois c'est confirmé, puisque là, même les Occidentaux le reconnaissent, et non pas que Kiev, parce qu'à un moment donné, les médias occidentaux disaient que Kiev pouvait éventuellement mentir pour avoir plus d'armes, parce que évidemment ça inquiétait énormément les Occidentaux, qui est cette énorme armée juste au nord. Alors pour se rassurer, comme d'habitude, ils inventaient, on va dire, des choses afin de se rassurer. Et comment ils se rassuraient? Ils disaient que Kiev mentait pour avoir plus d'armes. Non, non, Kiev ne mentait pas. Hein, on n'annonce pas ça au monde entier pour dire ensuite on a menti, parce qu'après, plus personne ne croit le gouvernement kievien. Donc non, ils n'ont jamais menti, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Donc là, c'est bien confirmé concernant cette immense armée russe. Voilà, donc ça a bel et bien commencé dans le nord, avec pour l'instant un grand succès, dont l'objectif principal en première étape est de reprendre Kupiansk et Liman. Liman en ukrainien, Krasny Liman en russe. Voilà, pour finir cette introduction, je tiens à rappeler pour les nouveaux à cette chaîne que les chiffres occidentaux donnés par exemple par Oryx, ISW, c'est l'Institut de l'étude pour la guerre américain, IRI ou Bellingcat, sont totalement ridicules et se sont toujours révélés archi-faux depuis le début de l'opération militaire spéciale. Chiffres basés uniquement sur la propagande et créés uniquement pour cela. Voilà, je ferai une vidéo plus tard, je ne sais pas quand, mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Alors je vais vous prendre juste un exemple. Par exemple, vous prenez Oryx, qui est un blog qui est régulièrement repris par les médias occidentaux comme une référence quant au décompte de l'équipement militaire russe détruit et ukrainien, mais surtout russe. Je tiens à vous dire que c'est fait par 2 blogueurs, donc basés aux Pays-Bas, et que ces 2 blogueurs-là faisaient partie de la société Bellingcat, hein, qui a fait scandale aux États-Unis, puisque c'est révélé donc un organisme qui est officiellement Bellingcat, un organisme officiellement de vérificateur de faits. Voilà, mais au final, c'est créé, financé par les États-Unis. Donc, aucun intérêt. Et Oryx, évidemment, donc je viens de vous le dire, est, est organisé, supervisé par ces 2 personnes de Bellingcat, c'est-à-dire des blogueurs qui, évidemment, reprennent les chiffres donnés par les forces armées ukrainiennes, car évidemment, eux ne peuvent reprendre que des vidéos sur Telegram, puisqu'évidemment, ils n'ont aucune équipe, donc ils ne reprennent que ce qui est publiquement disponible, bien évidemment. Voilà. Donc, tout leur chiffre qui est extrêmement précis,
Bah évidemment, eux ne peuvent pas vérifier, ils ne prennent que des vidéos qui sont en général sur Telegram. Mais malheureusement pour eux, comme ils reprennent que des vidéos, eh bien, ils ne reprennent que des vidéos dont la majorité sont russes, puisqu'évidemment, les Ukrainiens ont très très peu de moyens de vérification de faits sur le terrain. Ce sont majoritairement des images de drones russes qui sont repris sur Telegram. Voilà, puisque je vous rappelle que les Ukrainiens sont très silencieux quant à leur perte en hommes et surtout en matériel. Très très silencieux. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis sur les points sur l'Ukraine. Voilà, donc je tenais à faire ce point-là pour vous dire que toutes ces sources, dont la principale Oryx, basée aux Pays-Bas, est un organisme purement de propagande. Je vous rappelle que c'est un blog géré par 2 personnes, hein. Voilà, qui venait en plus d'un ancien organisme de propagande avéré et très reconnu. Faites votre recherche, c'est à peine caché. Voilà, j'en finis là. Alors maintenant, on va regarder un point qui est très important, c'est un article. Donc vous allez voir ça, c'est assez édifiant. Alors on va commencer par un article déjà qui donne le ton. La contre-offensive ukrainienne est trop lente parce qu'ils ne le font pas correctement selon les Allemands. Alors ça a été repris du fameux article du journal Bild. Et donc que dit l'article? La contre-offensive de l'Ukraine ne progresse pas parce que son armée ne met pas pleinement en œuvre la formation qu'elle a reçue de l'Occident selon une évaluation des renseignements allemands divulgués. Kiev disperse trop ses troupes sur la ligne de front de 1000 km et attaque en unités composées de trop peu de soldats selon le document confidentiel obtenu par le journal allemand Bild. Les soldats ukrainiens entraînés par l'Occident font preuve d'un grand succès d'apprentissage, mais ils sont abandonnés par des commandants qui n'ont pas suivi les camps d'entraînement, ajoute-t-il. Il indique que l'armée ukrainienne favorise la promotion de soldats ayant une expérience de combat plutôt que ceux qui ont reçu une instruction conforme aux normes de l'OTAN. Les commandants peuvent donc faire preuve de déficiences considérables en matière de leadership qui conduisent à des décisions erronées et dangereuses, affirme le document militaire. Alors pourquoi ils disent ça, document militaire? Parce que c'est un document militaire entre guillemets secret qui a fuité et qui a été repris par Bild. Et ce document allemand qui a fuité donne ça. Voilà, c'est donc des problèmes dans les forces armées et militaires ukrainiennes. Les forces armées ukrainiennes n'avaient pas répondu à l'information mardi soir. C'est-à-dire, suite à cette fuite du document allemand, les forces armées n'ont pas répondu. De hauts responsables militaires britanniques ont critiqué la fuite et ses conclusions, affirmant qu'elle n'a aidé personne à critiquer indûment l'Ukraine. Selon l'évaluation de la Bundeswehr, l'Ukraine sacrifie son avantage en effectif en attaquant par unité de 10 à 30 hommes, insuffisante pour percer les lignes russes. Ils ajoutent que la petite taille des unités augmente le risque de tir ami et ne permet pas de regrouper suffisamment de soldats formés en Occident pour être efficace sur le plan opérationnel. Une source de haut niveau de la défense a déclaré au Telegraph. Alors le Telegraph, c'est le Daily Telegraph, c'est le journal anglais. Il y a évidemment eu des cas où les Ukrainiens ont fait les choses différemment, mais je dirais qu'ils ont essayé de mettre en œuvre leur entraînement occidental au-delà de ce qui pourrait être jugé tolérable compte tenu de certaines situations tactiques. Ils, les Ukrainiens, ont certainement beaucoup de problèmes, mais je ne pense pas que cette accusation allemande en fasse partie, a déclaré la source de la défense. Donc là, la source de la défense, c'est la défense allemande, hein, évidemment. Donc la défense allemande se défend en disant que ouais, voilà, les critiques allemandes, ça fait pas partie des problèmes. L'idée qu'ils abusent des formations dans lesquelles nous les avons formés ne me semble pas vraie.
Lord Danat, l'ancien chef de l'armée britannique, a déclaré: j'ai vu des critiques selon lesquelles l'Occident n'a pas livré tout l'équipement anti-mine comme promis. Nous devons donc être patients avec l'Ukraine et les encourager à les soutenir à faire de leur mieux. Des avances limitées. Les dirigeants ukrainiens ont admis que l'offensive n'avait fait que des progrès limités, un réseau dense de mines russes menaçant toute percée. Cependant, Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que l'offensive devait s'accélérer sous peu au milieu d'une inquiétude croissante dans les capitales occidentales. Ah ah ah, ça c'est extrêmement révélateur. Environ 100 miles carrés de territoire et 9 villages ont été repris depuis le lancement de l'offensive. Il y a près de 2 mois. Alors 100 miles carrés, je suppose que ça doit être dans les 180 km carrés, 180, ouais c'est ça, 190 km carrés je suppose. Le commandant de l'armée ukrainienne, le général Valery Zaloujny, a déclaré le mois dernier que la pression de l'Occident pour attaquer plus rapidement, bon, là c'est pas marqué, mais là en anglais c'est piss me off, hein, ça veut dire, on va dire en termes polis, m'agace profondément. Donc Valéry Zaloujny a déclaré le mois dernier que la pression de l'Occident pour attaquer plus rapidement l'agaçait profondément. De nombreux membres de l'armée de Kiev ont le sentiment qu'ils subissent des pressions pour sacrifier un grand nombre d'hommes sans armement suffisant pour les protéger, tels que des avions à réaction F-16 et des missiles ATACMS à longue portée. Bon, évidemment, tout ça c'est ridicule, je vous ai déjà dit la semaine dernière, dans le point sur l'Ukraine, que des F-16 et des missiles ATACMS ne changeraient strictement rien. Mais bon, c'est les armes magiques qui sont censées changer la donne. Mais évidemment, il n'y a pas d'armes magiques. Hein. Les Abrams M1, quand ils arriveront, ne feront rien, ni les F-16, ni les AT. Mais bon, bref. Plusieurs analystes ukrainiens ont noté que les progrès de l'Ukraine sont entravés par un échec à mettre en œuvre une guerre interarmes à grande échelle, où l'infanterie, les véhicules blindés et l'artillerie fonctionnent comme un tout. Alors ça, par contre, c'est vrai. Ils n'arrivent pas à se coordonner sur le terrain. Alors que les Russes arrivent très bien à se coordonner sur le terrain, d'où leur force. Le rapport allemand affirmait que les soldats formés en Occident comprenaient les principes opérationnels du feu et du mouvement, mais qu'à leur retour en Ukraine, ils étaient souvent commandés par des officiers qui utilisaient différentes tactiques militaires. Les chefs militaires allemands expriment également leur frustration face à la promotion de combattants expérimentés par rapport aux troupes formées en Occident. Le rapport affirmant que l'expérience du combat ne signifie pas que le soldat est un bon chef au combat. Sergei Soumleny, fondateur du groupe de réflexion European Resilience Initiative Center, basé à Berlin, a qualifié le rapport d'arrogance typiquement allemande. Monsieur Soumleny a déclaré, je cite, la conviction de la Bundeswehr est que les soldats formés en Allemagne sont tellement meilleurs que tout le monde qu'ils peuvent être de meilleurs officiers que des soldats ukrainiens expérimentés. Un certificat allemand ne fait pas de vous un meilleur soldat. Bien que Berlin soit l'un des plus grands partisans de Kiev en termes d'équipement militaire, M. Zelensky s'est régulièrement heurté au chancelier Olaf Scholz au sujet d'une réticence perçue à contrarier la Russie. La Grande-Bretagne a formé près de 20 000 soldats ukrainiens depuis que la Russie a envahi l'Ukraine l'année dernière dans le cadre de l'opération Interflex. 20 000 autres devraient recevoir une formation d'ici la fin de l'année avec un camp de 5 semaines enseignant les exercices de blessés sur les champs de bataille, le maniement des armes et les tactiques de patrouille et les mesures de lutte contre les drones. Seuls 11% des soldats formés par le Royaume-Uni ont une expérience militaire. Un soldat britannique impliqué dans la formation des recrues ukrainiennes au Royaume-Uni a insisté sur le fait que les troupes allaient bien. Il a déclaré au Télégraphe « Ils vont bien à l'entraînement et ce que leur chaîne de commandement choisit de faire avec eux là-bas, c'est leur cri. » Bon. La contre-offensive post-ukrainienne est trop lente parce qu'ils ne font pas correctement leur travail, affirment les Allemands en titre sur le Télégraphe.
Alors, de plus, beaucoup d'experts occidentaux ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens n'utilisent pas plus de brigades pour faire une percée, car ils n'en utilisent qu'une ou une demi à chaque fois. Les Ukrainiens disent que le front est trop grand, qu'ils n'ont pas assez d'hommes pour faire une percée avec plus de brigades. Les États-Unis voudraient que Kiev lance tout sur un point. Après, ça passe ou ça casse. On notera aussi le ridicule des informations de Kiev, qui dévoilent leur plan d'attaque, où ils vont attaquer. Les Russes n'ont aucune surprise sur les offensives ukrainiennes. Cependant, Kiev, sur ce point-là, a raison, malgré tout. Ils n'ont pas assez d'armes, ils n'ont pas assez de munitions et d'hommes entraînés. Et les critiques occidentales envers l'Ukraine sont, à mon avis, déplacées. Pour moi, tout cela montre que les États-Unis ont lâché l'Ukraine et le font graduellement depuis au moins 8 mois, et d'autant plus après la terrible débâcle ukrainienne du 4 au 21 juin. Car n'oublions pas que avant cette offensive ukrainienne que tout le monde attendait au 4 juin, Volodymyr Zelensky disait au New York Times que l'offensive ne se ferait pas avant l'automne, car il n'avait pas assez d'obus, de munitions, d'hommes formés, etc. Et pourtant, à cause de la pression américaine, occidentale en général, puisque les Occidentaux commencent à en avoir marre de cette guerre, eh bien, il l'a quand même lancé, bon là, sous pression du Pentagone, très exactement. Voilà. Alors là je jette pas la pierre côté militaire à Zelensky, il fait avec ce qu'il a. Donc évidemment, d'un autre côté, effectivement, il pourrait prendre les 9 brigades, car apparemment, aux dernières nouvelles, il aurait en tout et pour tout 9 brigades pour faire ses offensives, sachant qu'une brigade, c'est 3000 hommes à peu près, 3200, voire 3005. Mais bon, en général, on dit que c'est 3000, donc ça fait pas tant d'hommes que ça. Donc 9 brigades de 3000 hommes, bah, les États-Unis disent qu'il faudrait qu'ils envoient en offensive quasiment toutes les brigades et n'en garder sous le coude que 15 à 20%. Donc en gros, qu'ils mettent, je sais pas moi, 6 ou 7 brigades peut-être dans une offensive. Mais c'est un coup de poker. Parce que oui, l'Ukraine aurait plus de chances de faire une percée, mais si la percée était anéantie, si les troupes étaient anéanties pour faire cette percée, les Ukrainiens n'auraient strictement plus rien. Et là, la guerre serait finie d'un coup. Alors ouais, c'est un dilemme, hein, c'est un dilemme. 2 drones ukrainiens ont atteint Moscou et ont fait des dégâts sur 2 immeubles inhabités. Un des immeubles était à la chaîne française Leroy Merlin. Dommage, hein. Mais pas de gros dégâts et aucun blessé. Il y a des attaques de missiles et de drones tous les jours sur l'Ukraine, mais les attaques du 22 au 24 juillet inclus ont été particulièrement massives. La ville la plus touchée durant ces 3 jours fut surtout Odessa. Pourtant, sur toute l'Ukraine, il y a eu très peu de morts civiles dans toute l'Ukraine, ce qui montre que les Russes font très attention à leurs cibles militaires. Car il y a une moyenne d'à peu près 60 missiles et à peu près 2000 drones envoyés par les Russes tous les jours, avec bien sûr des pics pouvant atteindre, comme on l'a vu ces derniers temps, pouvant atteindre 120 missiles russes par jour d'affilée, pendant plusieurs jours. À ma connaissance, il n'y a eu que très peu de civils ukrainiens morts, si l'on en croit les médias ukrainiens, qui annoncent tous les morts civils chaque jour, à chaque fois qu'il y a des attaques de missiles et de drones russes. Alors cela est logique, car le coût d'un missile est important, donc à n'utiliser que pour des cibles importantes, et non pas à gaspiller pour en plus obtenir une mauvaise réputation. C'est une évidence. Il faut rappeler que Vladimir Poutine avait dit à la télé qu'il considérait les Ukrainiens comme des frères, à l'exception des néo-nazis, c'est-à-dire le bataillon Azov, le secteur droit et la faction Stepan Bandera. Alors, concernant la Crimée, tôt le matin du 23 juillet, les forces ukrainiennes ont de nouveau lancé une attaque sur la péninsule de Crimée,
un essaim de drones a été abattu par les systèmes de défense aérienne selon le ministère de la Défense. 17 drones ont été détruits. Cette frappe aérienne est tout à fait unique en termes de parcours. Les drones ont décollé de l'aérodrome de Dolgintsvevo, près de Krivoy Rog, et ont survolé la région de Nikolaïev jusqu'à Odessa, avant d'être ensuite dirigés vers la Crimée. Donc ils ont fait un grand détour, afin de ne pas être abattus au-dessus de la région de Kherson. Les drones ont parcouru une distance significative de plus de 500 km. Choisir une telle voie indique l'élaboration de nouvelles voies plus complexes pour tromper les forces russes. Car ils ont fait effectivement un énorme détour. En gros, ils ont contourné tout le front de la zone de Kherson pour aller vers l'ouest, vers Odessa, ensuite redescendre vers le sud-est, vers la Crimée. Tout ça pour éviter la DCA russe de la zone du sud. Peu de temps après, des avions Sukhoi 24 de l'armée de l'air ukrainienne ont tiré 4 missiles de croisière Storm Shadow. 3 ont ciblé un dépôt de munitions près de Volnyansk et 1 a touché une base de réparation près de Novostopnevie. Les 4 missiles ont atteint leur cible. C'est un succès notable pour les Ukrainiens qui ont appliqué pour une fois une tactique russe, soit envoyer un essaim de drones et des missiles juste après sur une même cible, ce qui est une excellente stratégie de bon sens, mais qui est peu appliquée car très coûteuse en drones et en missiles. La question est, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? Ça, c'est la grande question. À mon avis, ils n'ont pas fait cette tactique avant, qui est une évidence absolue et utilisée par les Russes depuis des mois et des mois. C'est parce que peut-être que là, les Ukrainiens ont eu des moyens supplémentaires en drones. Alors, je ne vous parle pas des petits drones, parce que vous avez vu là les drones en essaim qu'ils ont envoyés. Donc, ils en ont envoyé peut-être une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas, puisqu'il y en a eu 17 qui ont été détruits par l'armée russe. Donc, on ne sait pas combien ils en ont envoyé très exactement. Plus d'une vingtaine peut-être. Mais imaginez-vous des drones qui ont fait plus de 500 km. Ensuite, 4 Storm Shadow pour atteindre 2 cibles militaires. Alors 2 cibles importantes, hein, bien évidemment. Mais vous voyez, déjà, c'est pas des petits drones qu'on peut envoyer pour faire plus de 500 km. Hein. Alors tout cela a dû coûter extrêmement cher à l'Ukraine. C'est pour ça que c'est la première fois qu'ils ont fait cette tactique. Donc là, ils ont dû avoir assez de moyens pour faire cela. Avec succès, c'est très bien joué de leur part. Très bien joué. Comme quoi, quand on a l'équipement, beaucoup de choses deviennent possibles. Avec l'attaque de samedi et une autre il y a quelques jours contre un hangar à Stary Klim, où des Storm Shadow ont également été utilisés, les forces armées ukrainiennes ont maintenant utilisé à 3 reprises des armes franco-britanniques contre la péninsule russe. C'est-à-dire que ça fait 3 fois que les Ukrainiens envoient des Storm Shadow, c'est les scalps hein, pour les Français, en Crimée. L'idée de base, comme déjà dit, est qu'ils ont lancé un essaim de drones de masse qui a vraisemblablement submergé les défenses aériennes russes et ont permis aux Storm Shadow de se faufiler et de frapper. Ce qui est une excellente stratégie, encore une fois, c'est ce qu'il fallait faire. Les avancées notables des Russes dans le nord et les attaques de missiles qui s'intensifient surtout sur Odessa semblent indiquer que l'armée russe prépare le terrain pour éventuellement prendre l'oblast de Nikolaïev et d'Odessa, ainsi que l'oblast de Kharkov, parce que leur avancée se fait surtout sur l'oblast de Kharkov, dans le nord, et de Lugansk. Ouais, Luhansk et Kharkov. C'est là que ça se passe hein, pour la grande offensive russe. Ce qui était la chose la plus cohérente et logique à faire pour Moscou. C'est ce que j'annonce depuis plus d'un an d'ailleurs dans mes points sur l'Ukraine. Je le dis comme ça. Hein. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le pourquoi de ces tactiques indispensables pour Moscou.
La Russie perce les défenses de l'Ukraine dans la région de Svatovo-Kremenaya et aurait avancé de 5 km juste dans cette région-là. Ce qui semble pas énorme, mais étant donné les forces en jeu, là sur la ligne de front, avancer de 5 km, c'est beaucoup. Alors c'est sur un tout petit front, hein, c'est pas sur une grande distance, mais c'est pas mal. Et encore une fois, c'est dans la zone nord, hein, toujours. Le Pentagone a finalement refusé de donner des missiles ATACMS, car ce sont des missiles qui ne sont plus fabriqués, et les États-Unis voudraient les garder pour une éventuelle guerre avec la Chine. Donc l'information est confirmée. Les Zaloujny qui voulaient absolument des ATACMS n'en aura pas. Aussi, il n'y aura pas non plus de F-16 donné, car finalement, le Pentagone justifie que les attaques MS et les F-16 ne changeraient rien à la guerre. Ouh, ça c'est une grosse gifle, hein, de la part des États-Unis. Et encore une fois, cela en dit beaucoup, cela en dit très long sur l'abandon que je vous avais dit dans le titre progressif de l'Ukraine. Car toutes les armes promises, soi-disant qui changeraient la donne, les armes magiques, n'apparaissent pas. Bon, les Abrams M1, c'est-à-dire les tanks, sont promis, mais toujours pas livrés. Les F-16, ouais, on disait, ouais, on jure, on va vous donner des F-16. C'était une promesse de Joe Biden à la télé, hein. Et au final, non. Le Pentagone a dit non. Les attaques MS, ah ouais, on va vous livrer des attaques MS. Et au final, non, ils ne seront pas livrés. Vous voyez? Et pour les chars Abrams, peut-être que ce sera la même chose. Donc en gros, Zaloujny qui voulait, pour changer la donne, il réclamait des F-16 et des attaques MS, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, au final il n'aura pas les deux choses qu'il voulait. Notez qu'il n'avait pas réclamé les chars Abrams M1, là où il disait ouais, I'm pissed off, hein, où il disait moi je suis fortement agacé. C'était pour les F-16 et les attaques MS, et finalement il n'aura pas ces deux choses-là. C'est... Hein. À noter qu'il y aura une exception cette semaine puisqu'il y aurait un certain succès de l'armée ukrainienne sur Artyomovsk, ex-Bakhmut, mais à un prix énorme en hommes et en matériel si l'on en croit les propos de Yuri Podoliaka, qui est un analyste russe très connu côté russe. Je tiens à dire que c'est la seule source à dire cela, hein. Mais comme c'est une source habituellement sérieuse, je la reprends ici. Yuri Podoliaka, c'est un analyste très très connu dans les médias russes, hein. C'est un ponte, hein. Voilà. Les Ukrainiens ont envoyé les unités d'élite d'Azov chercher des gains. Alors je parle toujours de Bakhmut à Artyomovsk, et ont réussi à repousser les forces russes. Et cela aboutit à une perte particulièrement grave aujourd'hui où les forces aéroportées russes, c'est-à-dire les troupes d'élite russes, ont été prises en embuscade dans la pointe sud de Klesheyevka, donc les forces ukrainiennes voulant reprendre cette ville au sud d'Artyomovsk, c'est-à-dire ex-Bakhmut, et il en a résulté que 5 à 10 soldats des forces aéroportées russes ont été tués. Voilà. Donc encore une fois, je rappelle que ce sont des forces d'élite russes. Donc ils ont vraiment, l'armée ukrainienne a mis tout ce qu'elle peut, déverse tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils avaient dans la région, ils l'ont mis ici. Donc pour essayer de reprendre Artyomovsk. Et chaque centimètre carré de terrain repris leur coûte très cher. Ce qui, de manière choquante, a même été souligné par The Kiev Post, c'est-à-dire le grand journal de Kiev. On va regarder un article du Kiev Post justement maintenant, afin de mieux apprécier la situation. Donc là on regarde le journal ukrainien The Kiev Post, un des plus grands journaux ukrainiens. Je lis en titre. Chaque 100 mètres pris coûte 4 à 5 hommes. Les combattants de première ligne ukrainiens rapportent des batailles sanglantes et un moral en berne. L'offensive rugueuse de l'Ukraine gagne lentement du terrain au prix d'un flux continu de morts et de blessés. Les soldats disent qu'ils continueront à se battre, mais le moral souffre sans qu'aucune fin rapide ne soit en vue. Alors,
Que lit-on d'autre? Les soldats ukrainiens de première ligne ont déclaré à Kiev Post que leurs unités souffraient d'un moral bas en raison de pertes constantes et accumulées, d'un soutien parfois médiocre et de gains de terrain offensifs limités en été contre un adversaire russe coriace et profondément enraciné. Les forces armées ukrainiennes ont enrôlé des soldats lors d'entretiens individuels, ont déclaré que les tactiques d'assaut lentes et délibérées actuellement utilisées par l'armée ukrainienne laissent les combattants individuels soupçonner fortement qu'ils seront touchés, voire tués, bien avant qu'une percée sur le front ne puisse prendre lieu. Citation. La situation est très dure. Les Russes ont eu trop de temps pour se préparer à la contre-offensive ukrainienne largement annoncée. Il était clair pour eux que l'une des directions de la frappe ukrainienne, sinon la principale, serait Zaporijie, a déclaré un médecin de combat. Il a demandé au Kiev Post de ne pas rendre son nom public. Bah tu m'étonnes. Là, ce genre d'annonce, si c'est dit en public, le SBU vient vous chercher et on ne sait pas ce qui arrive de vous après. Il a ajouté, et ils sont très bien préparés. Chaque centimètre carré est miné. Ils posent des mines à l'approche de leur position et les font exploser lorsqu'ils se retirent. Personne ne s'attendait à ce que tout le terrain soit miné. Alors nous nous sommes cognés la tête contre les champs de mines, avançant à pas de tortue, a-t-il ajouté. On perd vraiment beaucoup de sapeurs. Ils passent toujours devant les troupes. Le soldat a déclaré que les unités des forces armées ukrainiennes de première ligne subissaient des pertes lentes de morts et de blessés, non seulement dans les champs de mines, mais aussi dans les pièges, les tirs d'obus, les chars tirant de l'autre côté d'une colline éloignée, l'artillerie contrôlée par des drones et les bombes aériennes guidées et non guidées. Il a dit que dans son unité, les soldats sont toujours prêts à attaquer. Mais le fait d'avoir très peu de gains gagnés pour les autres combattants tués ou blessés était démoralisante. En un mois, nous avons avancé que d'1,5 km. Nous avançons de quelques centimètres, mais je ne pense pas que cela vaille la peine de toutes les ressources humaines et matérielles que nous avons dépensées, a déclaré le médecin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en introduction au début de la vidéo. Et ça, ce sont des commandants ukrainiens qui le disent sur place, sur le front, dans un grand journal ukrainien, The Kiev Post. Je le souligne comme ça. Un major de l'armée ukrainienne avec une vaste expérience des combats de première ligne et de l'état-major de haut niveau et s'exprimant sur le fond, a déclaré au Kiev Post que l'armée ukrainienne manquait totalement d'armée de l'air, de réserves limitées d'obus d'artillerie et de doctrine pour préserver la vie de ses propres soldats si possible, a laissé les commandants ukrainiens avec peu d'autres options tactiques, mais en lançant des assauts à courte portée contre des positions préparées tenues par la Russie et en acceptant le coup en sang et en vie. Vous voyez, c'est ce major, donc cet officier ukrainien sur place, dit exactement ce que je dis depuis des mois et des mois. Voilà, c'est-à-dire là, il vient de dire que il n'y a pas de doctrine pour préserver la vie des soldats. Il y a un nombre limité d'obus. Il n'y a pas d'armée de l'air du tout. Voilà, ils ont 1 ou 2 avions qui se baladent comme ça, par-ci, par-là, c'est tout. Voilà, donc évidemment, le prix, faut accepter le coût en sang et en vie. Voilà, bon, je continue. Les forces russes subissent de lourdes pertes en essayant d'arrêter cela. Et la stratégie consistant à évincer l'armée russe avec des attaques continues fonctionne, a-t-il soutenu. Oui, parce que quand même, vu le tableau extrêmement pessimiste qu'il donne avant, fallait quand même rattraper, parce que s'il n'y avait pas, bon, au moins quelques résultats côté forces russes, ils n'avaient plus qu'à se mettre tout de suite une balle dans la tête. Donc fallait bien qu'ils ajoutent ça. L'idée était de pousser le long de ce front et de ne pas utiliser nos réserves principales afin que lorsque nos forces commenceraient à percer les triples lignes de fortification russes, rien ne fonctionnerait sur elles et elles ne s'occuperaient que de ceux qui étaient assis dans ces fortifications, dit le major.
Bon, c'est traduction Google, pas terrible, malheureusement. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que l'idée, et qui expliquerait qu'ils n'arrivent pas à percer, c'est de ne pas utiliser toutes les réserves principales pour une percée. Au cas où ils arriveraient à faire une percée sur les triples lignes russes, et s'ils arriveraient à faire une triple percée, là ils enverraient les réserves pour fortifier le tout. Voilà. Jusqu'à présent, cela fonctionne et nos forces progressent. Vous voyez à la fin quand même la propagande qui revient. Donc il dit qu'ils se font massacrer, mais qu'ils avancent quand même. Alors ça par contre, oui, effectivement, ils avancent un tout petit peu. Mais comme vous allez le voir plus tard, ils avancent un tout petit peu autour de Bakhmut. Je dis bien autour, hein, pas dans la ville. Hein. Ils avancent un tout petit peu, mais au prix de quoi? Voilà, aussi. Un fantassin combattant près de Donetsk, la ville centrale de la région du Donbass occupée par la Russie, a déclaré au Kiev Post que, de son point de vue, à la pointe des forces armées ukrainiennes, ce succès ne vient qu'avec douleur. Ah oui, encore une fois. Il a raconté comment son unité a capturé puis perdu une série de tranchées russes parce que les combattants des forces armées ukrainiennes s'étaient entraînés dur avant le lancement de l'offensive de l'été à capturer des fortifications défensives, mais ne s'étaient pas entraînés à les tenir contre des contre-attaques. Prendre une fortification russe signifie devenir une cible inévitable, a-t-il déclaré. Bah oui, c'est le problème. Oui, effectivement, les Ukrainiens font certaines avancées. Mais le problème, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est qu'ils gardent la position 24-48 heures. Après, ils la reperdent. Le truc, c'est dans les médias, dès qu'ils font une avancée, ils claironnent ça aux médias. Les médias reprennent. Sauf que les médias ne disent jamais après que leur position a été perdue après, puisque les médias ne suivent pas. Ils ne font pas un historique, il n'y a aucun suivi qui est fait. Ils ne regardent que ce qui a été pris le jour donné, mais ils ne disent pas ce qui se passe le lendemain ou le surlendemain. Je reprends. Dès qu'il y a une attaque, l'artillerie russe commence à travailler sur nous avec tout ce qu'elle a. Et il martèle nos positions d'avant en arrière, a déclaré le fantassin. Chaque 100 mètres de terrain que nous gagnons signifie 4 à 5 fantassins qui ont quitté les rangs. C'est la perte moyenne. Imaginez-vous, 4 à 5 soldats qui meurent pour chaque 100 mètres pris. Imaginez-vous les pertes. Tant que nous restons debout et tenons bon, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de pertes. Il peut y avoir des blessures légères. Dès que nous avançons, il y a de lourdes pertes. Jusqu'à une... Alors ça veut dire s'ils restent bons, s'ils tiennent le terrain sans avancer, il n'y a pas de pertes. Il n'y a que des blessures légères. Mais dès qu'ils avancent, ils ont de lourdes pertes, c'est ce qu'ils disent. Jusqu'à une demi-unité pour chaque kilomètre que nous capturons. Et il n'est pas certain que nous retiendrons ce kilomètre plus tard, a-t-il déclaré. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Le fait prendre, c'est bien, garder, c'est mieux. Le soldat a déclaré au Kiev Post que son unité avait intériorisé la réalité des pertes continues et que lui et ses copains continueraient à attaquer. Le problème, a-t-il dit, est de le faire contre un adversaire dont l'armée de l'air est dominante, dont la population est 4 fois plus importante que celle de l'Ukraine et dont l'artillerie a tiré et ciblé toute fortification que les troupes ukrainiennes sont susceptibles de capturer. Et oui, c'est encore une fois, on en revient toujours à ça, toujours. Ils le déclarent eux-mêmes. Ils prennent, mais ils n'arrivent pas à garder. Ils reperdent après le terrain gagné. Les troupes en première ligne se résignent à être finalement touchées, a-t-il déclaré. Là, il est en train de dire que les troupes en première ligne se résignent à se suicider pour les copains derrière. J'y pense comme ceci. Les gens dans un avion qui s'écrase n'ont aucune chance et selon les statistiques, nous avons 30% de morts et 40% de blessés. Donc il y a une chance de survie et les gens dans l'avion n'en ont aucune. Donc ce n'est pas si mal. Dans la vie ordinaire aussi, des briques peuvent vous tomber sur la tête, a-t-il déclaré. Bon, là, il se rassure comme il peut. Hein. Là, c'est
c'est des désespérés. Ils disent, ah bah, vous savez, dans la vie, vous pourrez mourir dans un avion, d'un accident de voiture. Donc nous, on peut mourir à la guerre, on peut se suicider, il n'y a aucun problème. Oui, sauf qu'à la guerre, c'est un suicide volontaire. Tu sais que tu vas au suicide. Quand tu as un accident de voiture, déjà c'est rare, et c'est très rare même, et puis c'est involontaire. Donc ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est comme ça, on se rassure comme on peut. Les plaintes concernant le faible soutien de l'armée ukrainienne aux soldats ukrainiens de première ligne trouvent un écho dans les médias contrôlés par le Kremlin. Dans une vidéo publiée vendredi par la plateforme pro-russe Telegram, les soldats ukrainiens prétendument de la 10e brigade d'assaut de montagne et se décrivant comme des prisonniers récemment faits ont cité l'accumulation des pertes comme l'une des principales raisons de détérioration du moral des soldats. Alors quand c'est les Russes qui montrent des soldats ukrainiens qui se plaignent, c'est de la propagande, mais quand le gars qui parle, il se plaint à Kiev qu'on a des pertes énormes, tout le temps, qu'on se suicide pour les copains et tout, ça c'est vrai. Mais quand t'as les Russes qui montrent un télégramme, une vidéo télégramme montrant des soldats ukrainiens qui dit exactement ce que vient de dire le gars juste avant dans l'article, c'est faux. C'est de la propagande. Ah franchement, ils se ridiculisent eux-mêmes là, les Ukrainiens. Quoi, l'article du Kiev Post se ridiculise lui-même. Mais bon. Un homme aux mains liées s'identifiant comme membre de la 10e brigade a déclaré « Les commandants de sa brigade nous ont envoyés à l'assaut, puis on nous a lancé des grenades, puis nous avons été faits prisonniers. Notre moral est mauvais, très mauvais. Ceux qui nous ont envoyés là-bas, ils ont fait pression sur nous. Nous n'avions aucune arme, aucune munition. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau. Quand il pleuvait, nous roulions des bâches et récoltions de l'eau pour boire ainsi. Je suis allé dire à nos commandants qu'ils sont tous tous mauvais, j'ai envie de dire, parce que là c'est pas très clair. Ils jettent simplement les gens en avant comme de la viande. Voilà. Moi j'ai plein de vidéos Telegram comme ça. Je voulais quoi, si la vidéo est pas trop longue, j'essaierai de vous les montrer. Quoi, de vous montrer pas les vidéos qui tournent, mais bon, juste la présentation. Pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. Voilà. Bon, je vais pas tout lire parce que bon, mais en gros, voilà, c'est catastrophique et comme vous pouvez le voir, là c'est catastrophique et c'est le Kiev Post qui arrête pas de prendre des témoignages et qui vous montre à quel point l'armée ukrainienne est vraiment dans un état vraiment malheureux, quoi. Dans la continuité, j'ai vu un Instagram de Revetzouk, qui est un journaliste et homme politique ukrainien à Kiev. Et que dit-il dans son post? Il dit « Aujourd'hui, j'ai reçu les données des sources du SBU, et à ce jour, le nombre de soldats ukrainiens morts était de plus de 310 000. Merci Zaloujny, dit-il avec sarcasme. » Donc vous vous rendez compte, un journaliste et homme politique ukrainien balance ça sur son Instagram. 310 000 morts, plus de 310 000 morts même, d'après ses sources au SBU. Voilà, je rappelle, c'est un Ukrainien qui habite à Kiev, qui est journaliste et homme politique, ukrainien. Alors ce qui rejoint évidemment ce que disait le colonel McGregor, qui lui disait entre 260 000 et 300 000. Alors bon, moi au début, j'avoue, je me disais que le colonel exagère un petit peu dans le sens sa fourchette haute, 300 000. Moi, je pensais que c'était plutôt dans les 230 000, max 250 000. Bon, apparemment, le colonel McGregor avait raison. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, alors même si c'est pas exact, mais en tout cas, c'est dans sa fourchette haute qu'il avait estimé. Encore une fois, colonel McGregor, source fiable. Autre information, Monsieur Poutine a rencontré Loukachenko qui est venu lui-même à Saint-Pétersbourg. Loukachenko avait des choses intéressantes à dire qui peuvent se résumer selon les points suivants.
il déclare que au moment où il était à Saint-Pétersbourg, que plus de 15 léopards de 2A4 ou 2A6 ont été détruits, 20 Bradley, au cours d'une seule bataille. Ça, c'était ce qui était arrivé au moment où il arrivait à Saint-Pétersbourg. Voilà. Il précise aussi, toujours Loukachenko, que depuis le 4 juillet, Kiev a subi, le 4 juin, pardon, depuis le 4 juin, Kiev a subi 26 000 morts environ. Et là, lors de la conférence avec M. Poutine, Vladimir Poutine le reprend et dit non, non, c'est pas 26 000, c'est beaucoup plus que 26 000. Peut-être 30 000, je ne sais pas. En tout cas, Vladimir Poutine reprend Loukachenko, ce qui a fait un petit peu rire Loukachenko. Des brigades polonaises sont transférées vers la frontière biélorusse. Ça, c'est ce qu'il annonce aussi. Le plan est en cours d'élaboration pour que la Pologne annexe l'ouest de l'Ukraine en échange de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est ce que dit Loukachenko. Voilà. Et il dit encore la partition de l'Ukraine est inacceptable pour la Biélorussie et si nécessaire, la Biélorussie est prête à agir pour empêcher la Pologne de se développer par le sud. Alors Loukachenko ajoute que Wagner supplie lui-même, Loukachenko, de les laisser envahir la Pologne. Il s'agit probablement d'une menace semi-ironique pour garder la Pologne sur ses gardes. Donc c'était petit clin d'œil pour la Pologne pour lui dire attention, nous on a Wagner qui est prêt à vous envahir. Voilà. Donc Loukachenko demande aussi à Poutine de faire un tour d'horizon officiel avec le modus operandi russe sur la décision de la Biélorussie d'agir. Donc potentiellement, militairement, contre la Pologne si celle-ci tentait d'annexer l'ouest de l'Ukraine. Quelques précisions à faire. Tout d'abord, il faut se rappeler que ces interactions en face à face sont du théâtre, ce sont des performances scéniques destinées à transmettre au public ce qui a déjà été discuté et décidé à huis clos. Tout ce que Loukachenko a dit a été choisi très précisément pour être entendu et compris, non seulement pour le public, mais aussi spécifiquement pour les dirigeants polonais et de l'OTAN. Le plus important est le plus important à retenir est le fait qu'il semble impliquer que la Biélorussie serait forcée à réagir militairement à toute annexion polonaise de l'ouest de l'Ukraine. La raison invoquée est que la Biélorussie est déjà entourée par les Baltes et les Polonais à l'est et à l'ouest. Il ne peut pas se permettre que l'État soit stratégiquement compromis au sud, également par la région ouest de l'Ukraine. C'est pour ça qu'il ne veut pas que la Pologne envahisse l'ouest de l'Ukraine. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous pouvons voir sur une carte que la Pologne, à la frontière sud de la Biélorussie, place toute la Biélorussie occidentale, surtout la ville de Brest et les régions environnantes, dans une tenaille potentielle si la Pologne choisit d'attaquer à l'avenir. Donc, je vais vous montrer une carte, vous allez voir, c'est très clair. En jaune, les forces potentielles pouvant attaquer la Biélorussie. Nous pouvons voir l'ouest de l'Ukraine et la Pologne, bien sûr, à l'ouest. Là, nous allons voir un article qui est le Business Insider, qui va nous montrer que la Chine donne une aide notable à la Russie, et pas qu'en drone, en beaucoup de choses. Donc regardons cet article ensemble rapidement. Alors voici l'article de Business Insider qui date du 25 juillet. Que lit-on? La Chine envoie suffisamment de matériel militaire, y compris des drones, à la Russie pour équiper une armée, grâce à une faille dans les tentatives de l'Occident d'arrêter la machine de guerre de Poutine, selon un rapport. Alors, que lit-on? La Chine a envoyé à la Russie suffisamment d'équipements militaires pour équiper une armée en utilisant les failles des sanctions occidentales concernant l'invasion russe de l'Ukraine, a rapporté Politico. Politico, c'est un très grand journal américain.
Politico, utilisant des preuves telles que les dossiers douaniers, a rapporté que les fabricants chinois livraient des quantités importantes d'équipements pour aider la Russie dans sa lutte contre l'Ukraine. Cela comprend suffisamment d'équipements de protection pour équiper de nombreuses troupes que la Russie a mobilisées pour son invasion, ainsi que des drones capables de diriger les tirs d'artillerie et de larguer des grenades sur les forces ukrainiennes. Les fabricants chinois ont également envoyé des viseurs thermo-optiques qui peuvent viser des soldats la nuit selon le rapport. Dans l'ensemble, la Russie a importé plus de 100 millions de dollars de drones de Chine depuis le début de cette année, ainsi que 225 millions de dollars de céramique qui peuvent être utilisés dans les gilets pare-balles, soit une augmentation de 69% par rapport à 2022, a rapporté Politico. Les entreprises chinoises exploitent une faille pour envoyer cet équipement. L'équipement est considéré comme non létal et à double usage, ce qui signifie qu'il peut avoir des applications civiles et militaires. Cela laisse aux autorités occidentales une excuse si elles ne veulent pas affronter la Chine sur la question, a rapporté Politico. La Chine a nié à plusieurs reprises avoir envoyé du matériel militaire à la Russie depuis qu'elle a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors aussi, on a la Russie qui prend très au sérieux les drones et va en fabriquer massivement. Ils ont même commencé à enseigner le pilotage de drones dans les écoles, pour vous dire. Donc moi j'ai noté quelques faits très intéressants. Donc la production de drones à Moscou a quadruplé, selon le maire Sobyanin, depuis l'année dernière. Un réseau de centres scientifiques et pratiques sera construit dans tout le pays. En 2025, environ 40 000 étudiants étudieront dans les universités dans le domaine de pilotage de drones. En 2030, ce sera 180 000 étudiants qui pourront piloter un drone d'après le service de presse du département de RIA Novosti, un grand journal russe. Alors, autre information concernant la production industrielle russe. Le nombre d'armes et d'équipements achetés a été multiplié par 1,8 depuis mars 2022 et par plus de 5 en 2023. Nombre d'armes et d'équipements. Livraison de drones de type Orlan multiplié par 53. Énorme. Uralvagonzavod a multiplié par 3,6 l'approvisionnement et la révision des chars T-72 et T-90, ainsi que des Kamads, la livraison de véhicules par 17,6 fois, véhicules blindés. Donc là, Uralvagonzavod, c'est le grand fabricant de véhicules blindés en Russie. C'est un complexe militaro-industriel à lui tout seul. C'est gigantesque. Et là, Uralvagonzavod s'est spécialisé pour la fabrication de chars et a un petit peu laissé tomber la fabrication de véhicules blindés. Donc il mise à fond sur les chars. Donc là, des T-72 et des T-90. Ainsi que des véhicules blindés Kamads. Les livraisons de BMP-3 ont augmenté de 2,1 fois, c'est des véhicules blindés. BTR-82A de 4 fois, des Tigres M de 2 fois. Livraison d'hélicoptères KA-52 multiplié par 2 et de Mi-28 par 3 par rapport à l'année dernière. Hein. Donc là, bon, c'est pour les connaisseurs, ceux qui aiment bien l'armement. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil pour eux. Voilà. Donc tout ça vient des chiffres du ministère de la Défense. Voilà. Alors maintenant, on a des chiffres choquants presque du vice-premier ministre russe. La production de munitions en Russie a été multipliée par plus de 12, a déclaré Mantourov. Mantourov a déclaré que le volume mensuel de la production de munitions dépassait le volume annuel pour 2022. Donc je répète, la production mensuelle de production de munitions, là maintenant en 2023, a dépassé ce qu'il fabriquait en 2022 pour l'année entière. Donc ce qu'il fabrique en un mois, c'était fabriqué en un an en 2022. Vous voyez à quel point la production industrielle est énorme. Le volume de la production mensuelle d'armes de destruction par les entreprises industrielles de défense russes par mois
a dépassé le volume de la production de toute l'année écoulée, a déclaré lundi le vice-premier ministre et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov. Il poursuit en déclarant que toute rupture d'approvisionnement est rapidement remplacée. Je cite. Depuis le début de cette année, de nombreux types d'armes, d'équipements spéciaux militaires ont déjà été produits bien plus que pendant toute l'année dernière. Et si nous parlons d'armes de destruction, nous atteignons maintenant un niveau auquel les livraisons en un mois seulement dépassent la commande totale de l'année dernière, a-t-il déclaré lors du Conseil sur le bon fonctionnement des entreprises de l'industrie de la défense dans le district fédéral de la Volga. Alors comme on peut le voir, la production du complexe militaro-industriel russe est absolument impressionnante, très impressionnante même. Et tout l'Occident ne peut pas rivaliser, même s'ils se mettent tous ensemble, même en ajoutant des pays du monde entier, des pays alliés à l'OTAN, bien évidemment. Donc personne ne peut rivaliser en Occident. Donc ils ne pourront pas faire la guerre pendant des mois et des mois, ça c'est pas vrai. C'est pas possible, ils perdront totalement. Puisque le temps de remettre en route les usines d'armement en Occident, ça prendra des années, peut-être même une dizaine d'années. Donc c'est juste impossible. En tous les cas, l'Occident a vraiment du mouron à se faire. Autre info, le 25 juillet, Sergei Shoigu a été reçu avec les honneurs et chaleureusement en Corée du Nord. Ce pays est un fervent allié de la Russie. Et il est bien possible que la Corée du Nord aussi fournisse des armes à la Russie. C'est bien possible. Et d'ailleurs, j'avais même lu il y a quelques mois que que la Chine en fait pouvait donner des armes létales à la Russie via la Corée du Nord. Bon, information à vérifier. Alors aussi les nouvelles concernant le marché des céréales ukrainiennes. Lorsque la Russie a commencé ses grandes frappes sur Odessa, on s'est un petit peu demandé, surtout moi, jusqu'où le ministère de la Défense irait. Alors j'ai vu des cartes intéressantes montrant les porte-conteneurs remontant le Danube. Les Ukrainiens transportent via ce fleuve environ 2 millions de tonnes de céréales par mois. Donc ces porte-conteneurs qui remontent le Danube vers les ports ukrainiens limitrophes de la Roumanie. Et je m'étais demandé si la Russie les frapperait, étant si proche des frontières d'un État de l'OTAN. Alors on peut voir d'abord la carte pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Les petits points verts sont les navires porte-conteneurs qui s'agglutinent en attendant de pouvoir entrer sur le Danube. Alors ces questions ont reçu une réponse le 24 juillet, alors que la Russie a porté un coup dur au port ukrainien de Reni, à un jet de pierre, quasiment littéralement, de la Roumanie. Alors il s'agit d'un changement majeur car il démontre une nouvelle posture de la Russie. Non seulement ils ont frappé des infrastructures littéralement juste à la frontière de l'OTAN, mais ils ont même semblé endommager des navires céréaliers qui peuvent appartenir à des pays de l'OTAN. Alors cela a clairement été fait pour envoyer un signal fort destiné à exprimer le sérieux de la Russie quant à son rejet de l'accord sur les céréales. Alors je ne peux personnellement que supposer que l'une des raisons de cette décision était que la Russie rendait impossible le voyage de tout navire qui tenterait de contourner les couloirs précédents par la mer Noire, donc les couloirs qui étaient avant la guerre par la mer Noire terminés, en plus avec aussi le nouveau passage par le fleuve du Danube. Parce que évidemment, le Danube, c'était le nouveau passage vu que la mer Noire était compromise. Ça permettait de passer des céréales à l'Europe, mais en bien moindre quantité. Et bien même ça, c'est terminé. Donc le nouveau passage par le fleuve du Danube, terminé. Alors tout ça, c'est destiné à montrer que c'est vraiment que le Danube est au milieu d'une zone de guerre et personne ne devrait passer sans l'approbation expresse de l'administrateur en chef de la zone de guerre. Rappelons ici la liste officielle russe des exigences qui devraient être remplies pour que la Russie rétablisse l'accord sur les céréales. 1. Une conclusion réelle et non spéculative des sanctions sur la fourniture de céréales et d'engrais russes au marché
mondiaux. 2. Tous les obstacles pour les banques et les institutions financières russes qui assurent l'approvisionnement en nourriture et en engrais doivent être supprimés. 3. Les livraisons à la Russie de pièces de rechange et de composants pour les machines agricoles et l'industrie des engrais devraient reprendre. 4. Tous les problèmes liés à l'affrètement des navires et à l'assurance des approvisionnements alimentaires d'exportation russe doivent être résolus. Toute la logistique des approvisionnements alimentaires doit être assurée. 5. Des conditions sans entrave doivent être fournies pour l'expansion de l'approvisionnement en engrais russes et en matières premières pour leur production, y compris la restauration de l'exploitation du pipeline d'ammoniac Togliatti-Odessa, le fameux plus grand pipeline d'ammoniac du monde qui a été détruit par un acte terroriste ukrainien, comme j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. 6. Les actifs russes liés à l'industrie agricole devraient être débloqués. 7. Il doit y avoir une restauration de la nature humanitaire originelle de l'accord sur les céréales. Cela devrait fonctionner pour les pays dans le besoin, pas pour enrichir les pays riches. Comme démontré dans la précédente vidéo point sur l'Ukraine, la plupart des céréales ukrainiennes, en effet, vont à l'Europe et non pas à l'Afrique. Il n'y en a qu'une très petite quantité qui vont à l'Afrique. Alors, il semble que l'Occident semble extrêmement peu susceptible de satisfaire ces 7 demandes. Erdogan n'a pas les moyens d'influencer l'Occident sur ces questions, cela est certain. Par conséquent, la probabilité de prolonger l'accord sur les céréales aux mêmes conditions est extrêmement faible, pour ne pas dire nulle. L'Ukraine essaie désespérément de maintenir l'accord en vie en annonçant carrément, sans rigoler, qu'elle se substituerait aux assureurs normaux concernant les bateaux marchands. Assertion qui fait rire tout le monde, sauf l'Ukraine d'ailleurs. Il faut savoir qu'avant la guerre, le marché céréalier par la mer Noire apportait environ 500 millions de dollars par mois à l'Ukraine. Je comprends qu'ils veuillent à tout prix rétablir l'initiative des céréales de la mer Noire. Bon, alors après tout ça, on va passer à la conclusion. Alors, la conclusion, tout d'abord, la grande offensive russe a commencé et Kiev avait raison. Dans le sens quand Kiev annonçait d'un air apeuré qu'il y avait 100 000 soldats russes vers le nord de l'Ukraine de l'Est, c'est-à-dire à peu près dans la zone Kupiansk, Liman, Kremenaya. Vous voyez ce genre de région, c'est-à-dire dans l'oblast de Lugansk et l'oblast de Kharkov, dans cette zone-là, et ils avaient raison. Ils ne mentaient pas. Effectivement, l'armée russe était bien là et massive en nombre. Et l'armée russe avance dans le nord. Les Ukrainiens font quelques petites avancées sur Bakhmut, dans la banlieue de Bakhmut, mais au prix de terribles pertes, aussi bien humaines que matérielles, comme on l'a vu d'après les rapports même ukrainiens, dans des journaux ukrainiens. Voilà. Donc évidemment, tout ce que je disais depuis des mois, où je vous rapportais les coupures de journaux du Washington Post, du New York Times, du Kyiv Independent, de Ukraine Forum, donc ça c'est des journaux ukrainiens, etc., etc., au milieu de toute la propagande qu'ils déversent, parce qu'évidemment ce sont des journaux de propagande, il y a quelques pépites de vérité, parce qu'ils ne peuvent pas entièrement cacher la vérité. Ils le voudraient bien, mais la réalité est tellement énorme et tellement massive qu'elle s'impose à eux. Ils sont obligés. Je vous rappelle que les Ukrainiens doivent déterrer leurs morts de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire leurs anciens morts, pour faire de la place aux nouveaux morts de la guerre en Ukraine. Je vous rappelle que l'agrandissement des cimetières ukrainiens ne cesse d'être entrepris. Les cimetières ukrainiens sont non seulement complets, mais ils s'agrandissent de manière absolument colossale. Et encore, je ne vous parle pas d'une estimation
d'environ de 40 à 50 000 minimum de soldats ukrainiens qui ont été laissés sur place, afin de ne pas les répertorier au nombre de morts, afin que le gouvernement, en plus, n'ait pas à donner de pension aux familles en deuil. Il y a ça aussi. Bon, ça, c'est un phénomène qui date depuis le début de la guerre, puisque ça fait plus d'1 an que je vous le dis. Donc ça, nulle surprise pour vous. Mais tout ça permet de faire un peu moins de monde dans les cimetières ukrainiens. Donc ça, c'est gravissime. Je vous ai montré les articles dans le New York Times. Donc là, on a la preuve que les Ukrainiens se font massacrer par les cimetières. C'est aussi simple que ça. Et la BBC avait fait la même chose côté russe. Vous vous souvenez que la BBC disait, ils avaient dénombré 26 600 morts. Bon, ça, c'était il y a 3 mois, je crois. 3 mois. La BBC et Mediazona avaient fait une enquête, avaient dénombré 26 600 morts. À cette époque-là, moi, je vous avais dit que non, c'était certainement un petit peu plus que ça, donc, parce qu'il y a tous les morts qu'on ne voit pas. Donc j'avais dit, allez, il y a 35 000 soldats russes maximum morts. Et comme ça, tout le monde est content, on coupe la poire en deux. Et puis c'est plus réaliste. Donc vous voyez que les Ukrainiens, leur offensive, là tout le monde sait que c'est que de la montre, tout le monde sait que c'est de la communication, puisque comme je viens de vous lire dans moult articles, même les Ukrainiens, les officiers ukrainiens disent que ce qu'ils prennent en village ou en terrain, ils le perdent 1 jour ou 2 jours après. Mais ça, c'est pas signalé dans les médias. Dans les médias, on dit les terrains pris, mais en fait, on fait pas le suivi 24 heures après ou 48 heures après. Donc les médias ne font que des informations incrémentales, mais ne disent pas la vérité. Voilà, parce qu'ils disent pas que le terrain est ensuite repris par les Russes. Voilà. Donc, au final, il y a bien une énorme armée russe. Au final, les offensives ukrainiennes se cassent les dents et ça fait comme d'habitude depuis plus d'1 an des massacres côté ukrainien, d'où le chiffre du journaliste et homme politique ukrainien sur Instagram qui, selon ses sources du SBU, dit qu'il y a plus de 310 000 soldats ukrainiens morts. Et ça, c'est pas la propagande du Kremlin qui le dit, ce serait le SBU. Ne l'oublions pas. Et enfin, n'oublions pas les conversations secrètes. Là, tout dernièrement, encore une fois, entre la Russie et les États-Unis, afin de négocier un arrêt de la guerre en Ukraine. Sans que l'Ukraine, évidemment, ait son mot à dire, bien évidemment. Donc, j'avais aussi une chose que je vous avais déjà dite, mais qui me semble important et que j'aimerais insister dessus. Vous avez noté que les offensives ukrainiennes sont annoncées. Le lieu est toujours annoncé. Donc, et c'est comme ça que les Russes ont parfaitement pu faire leur ligne de défense là où il faut. Donc tout le monde se demande, mais pourquoi tout est annoncé? Alors, évidemment, je connais la réponse. Et je vous l'ai déjà dit. Alors, c'est annoncé, c'est très simple. C'est annoncé parce que tout est de la communication. Faut dire qu'ils vont faire une attaque. Et comme ils sont obligés de dire où, parce qu'on ne peut pas lancer une grande offensive sans que l'ennemi le sache de toute manière, ils annoncent uniquement pour faire un effet de manche, pour faire de la com. Dire, vous voyez, nous on est tellement fort qu'on va annoncer où on va frapper. Voilà, et ils vont rien comprendre. C'est que de la communication. Parce que vous vous doutez bien que dans une vraie guerre normale, c'est le brouillard de la guerre permanent, on ne sait rien. On ne devrait rien savoir sur le nombre de brigades des forces armées ukrainiennes, et pourtant on le sait exactement. On sait qu'il là, c'est annoncé sur LCI tout le temps. Ils ont 9 brigades de 3000 hommes. Voilà. Et à un moment donné, au début, ils en avaient 12. Maintenant, ils en ont plus que 9. Et ça, c'est annoncé. Donc, les Russes savent à combien d'hommes ils ont affaire. On sait exactement leur plan depuis 6 ou 7 mois.
c'est-à-dire faire une offensive sur Zaporijjie, piquer sur Tokmak, ensuite piquer sur Mélitopol, et ensuite la mer d'Azov pour couper l'armée russe en deux. On connaît leur plan, c'est dans les médias. Vous voyez le ridicule de la chose, le ridicule. Je sais que je radote, hein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je ne peux m'empêcher de souligner ce fait-là qui est quand même... les bras m'en tombent. On est en pleine guerre et ils annoncent tout. Il y a juste le jour où on ne sait pas. On connaît le volume de leur force et où ils vont attaquer. On ne sait juste pas quand. C'est tellement ridicule et stupide, mais en fait c'est que de la com. Les Américains savent très bien qu'ils ont perdu la guerre. Ça fait 1 an qu'ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Ils s'accrochaient un petit espoir au 4 juin lors de la grande offensive ukrainienne. Mais bon, ça a été une débâcle, comme tout le monde le sait. Et d'autant plus que Zaloujny et Zelensky râlaient parce qu'ils n'avaient pas assez de matériel militaire. Zaloujny, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a dit à maintes reprises qu'il ne recevait qu'entre 15 et 20% du matériel promis occidental. Donc c'est ridicule. Ça veut dire qu'il a 5 fois moins que ce qu'on lui a promis. Comment voulez-vous gagner une guerre comme cela? Donc tout cela montre que ce que je vous avais dit depuis des mois et des mois, c'est-à-dire que l'Occident donne de moins en moins à l'Ukraine, parce qu'ils ne veulent plus donner en fait. Ils ont bien compris qu'ils avaient perdu la guerre. Maintenant, bon, ils donnent toujours, mais graduellement moins. Mais tout ça, c'est pour pas perdre la face. C'est pour que les peuples occidentaux ne soient pas confus. Voilà, faut montrer toujours qu'on est pour l'Ukraine, mais dans les coulisses, on donne de moins en moins, puisque en réalité, les États-Unis veulent négocier avec la Russie, comme je viens de vous le dire. Là, c'est la 3e négociation secrète entre le chef de la CIA et son homologue russe. Donc là, ils savent très bien que la guerre est finie et ils veulent renormaliser la chose. Les États-Unis veulent renormaliser. Là, maintenant, ils veulent la paix, mais sans trop perdre la face et sans complètement faire un virage à 180 degrés. Sinon, le peuple occidental ne comprendrait rien. Les Ukrainiens ne comprendraient plus rien. Vous voyez? Il va de soi que le gouvernement ukrainien, sauf s'il est totalement stupide, le sait très bien aussi. Mais tout ça, pour moi, c'est du jeu de rôle. Côté américain, ukrainien, c'est du jeu de rôle. Tout le monde sait où tout le monde va. Mais bon, pour la communication et pour la population mondiale, surtout occidentale, on fait de la comédie. Voilà, pour éviter que le choc soit trop grand. Les États-Unis peuvent pas dire au monde entier, bon, ça fait 1 an qu'on sait qu'on a perdu la guerre, mais pour pas perdre la face, on donne encore un petit peu à l'Ukraine. Voilà, histoire de dire, ah, regardez, on est encore là, mais au final, on sait très bien que c'est fini. Ça a toujours été du cynisme, du grand cynisme côté américain, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que l'Ukraine est progressivement abandonnée, c'est le titre de la vidéo. L'Ukraine est progressivement abandonnée et les peuples occidentaux en ont marre, que ce soit les Européens ou les Américains, ils en ont marre. Surtout qu'il va bientôt y avoir l'élection américaine et les Américains se foutent complètement de l'Ukraine, faut dire ce qui est. Voilà, bon allez, j'arrête là pour la conclusion, je commence à être un peu long. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Bon, je ne vais pas revenir côté sud sur Kherson et la Crimée. La Crimée, je vous en ai déjà longuement parlé. Vous savez qu'elle a été attaquée par 4 Storm Shadow, hein, qui a frappé un dépôt de munitions et une usine de réparation. La seule chose que je vais dire, parce que c'est intéressant, c'est que les drones sont partis d'ici, hein, ici, vers Kriviri. On fait comme ça pour atteindre cette zone ici. Donc les drones ont fait comme ça, donc plus de 500 km. Hein. Voilà. Et immédiatement après, des Storm Shadow ont été tirés de cette région-là à peu près par des Sukhoi 24.
et les Storm Shadow, eux, ont fait directement ça. Voilà, donc ça c'était la chose à dire concernant la carte militaire. Je répète, les 4 Storm Shadow ont réussi à détruire les 2 cibles grâce à un essaim de drones envoyé à peu près d'ici par les Ukrainiens. Donc un succès pour les Ukrainiens. Ça changera strictement rien à la guerre, bien évidemment. Là où ça chauffe le plus, comme je le répète tout le temps, c'est entre Zaporijie et Donetsk, hein, qui est ici. Donc bien sûr, plus précisément, on a entre Zaporijie et Ougledar, parce que pour moi c'est une autre ligne de front ici. La vraie ligne de front du sud, c'est celle-là, c'est là où ça chauffe le plus. Et là, bon, c'est une carte ukrainienne. C'est une carte ukrainienne. Alors là, vous avez vu qu'il y a eu un changement là. Là, vous avez vu, là c'était rose. Maintenant, les Ukrainiens ont effectivement fait une avancée. Donc là, c'était la zone grise. Et donc là, ils auraient pénétré côté russe. Ils auraient franchi une première ligne. Eh bien non. Eh bien non. N'oublions pas que c'est une carte militaire ukrainienne. Oui, ils ont fait une avancée. Oui, ils ont pris du terrain. Oui, ils ont dépassé la zone grise. Mais tout ça, ça a été repris par les Russes. Donc au final, oui, ils ont avancé jusque-là, ça c'est vrai, même s'ils sont loin de Tokmak, hein, voilà, qui est ici, donc ils en sont un peu loin encore, mais ils ont dû battre retraite, voilà. Donc oui, ils sont avancés jusque-là, mais oui aussi ils ont reculé, mais ça on vous le dira pas. Et évidemment, on annonce que ce qui est pris, de manière incrémentale, mais les Ukrainiens ne reviennent jamais en arrière quand les Russes reprennent le terrain. Ça, faut le noter. Donc ici, grosse offensive, offensive ukrainienne. Ici, c'est là où ils ont mis le paquet, c'est sur Orirov, ici. Ici, bien entendu, comme à chaque fois, sur Velika, Novosilka, pardon. Donc voilà, parce que je vous rappelle que les 4 points d'avancée ukrainienne, c'est ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc c'est-à-dire cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Alors maintenant, Ougledar, pas grand-chose. À part que les Russes ont avancé un petit peu. Mais c'est tout. Pour Marinka, qui est avec Ougledar, c'est une forteresse ukrainienne. Marinka, l'autre forteresse ukrainienne, eh bien les Russes avancent enfin. Ils avancent. Alors, ça faisait des semaines qu'ils n'avançaient plus, les Russes. Là, ils avancent un petit peu, mais ils avancent. L'autre forteresse qui est la plus grande restante, hein, c'est Avdiivka. Et là, les Russes ont avancé. Alors, les Russes ont avancé pour une fois, pas vers le nord qu'ici, mais ils ont avancé ici. Donc, peut-être qu'ils veulent faire une petite poche, une petite tenaille ici. J'avoue, j'en ai aucune idée. Mais en tous les cas, ça avance sur tout le front russe ici. Partout ça avance, mais petitement, très lentement. Voilà, donc ça c'était sur Avdiivka. Alors maintenant, évidemment, on doit parler de la zone d'Artyomovsk, qui est le nom russe de Bakhmut. Et sur Artyomovsk, là, il y a plus de choses à dire. Là, les Russes ont fait des avancées ici, malgré que bon, au début, c'est les Ukrainiens qui ont fait une avancée ici, assez forte. Ils ont pris 1 ou 2 kilomètres. Et là, ça a été repris par les Russes. Et là, les Russes ont fait 3 avancées ici et ici. Donc, ils ont fait 3 avancées. Là, ils ont repris du terrain. Je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne. Hein. Là où, franchement, les Ukrainiens essayent vraiment de mettre le gros paquet, c'est ici. Voilà, sur Klitschivka. Ici. Et ici, au nord de Bakhmut, Artyomovsk. Là, ils mettent tout ce qu'ils ont. Ici,
et ici ils mettent tout ce qu'ils ont. Je vous rappelle que le but suprême là, du gouvernement ukrainien, c'est le front de Zaporijie, comme je vous ai montré, et reprendre Bakhmut. Artyomovsk, je vous rappelle qu'on a le général des forces armées terrestres ukrainiennes ne s'occupe que de ça. On a un grand général uniquement pour reprendre Bakhmut. Et tout est envoyé là. Tout est envoyé là. Avec le front de Zaporijie, bien sûr. Mais c'est ça qui prend. En gros, on a encore une guerre d'attrition ici, quoi. On en revient au hachoir à viande, quoi. Voilà, on en revient là. Alors là, bien sûr, on a la zone de Siversk, qui est une autre forteresse ukrainienne. Bah, les Russes avancent. Les Russes avancent. Là, ils ont fait une très grosse avancée ici et une grosse avancée ici. Mais comme vous pouvez le voir, ça avance lentement. Sauf ces deux nouvelles avancées. Voilà, ici et ici, qui sont notables. Mais on est encore loin d'avoir entouré Siversk. Alors bien sûr, on a Liman, que les Russes veulent absolument reprendre. Liman en ukrainien, Krasny Liman en russe. Donc là, il y a une grosse avancée russe. Mais attendez, c'est pas là où a été leur plus grosse avancée. Alors, pour rappel, les 100 000 hommes, les 900 blindés, les 370 véhicules blindés, quand je dis les 900 blindés, les 900 chars, et les 370 véhicules blindés et les 550 pièces d'artillerie russes sont ici, sur ce front-là. Voilà, c'est la fameuse énorme armée dont je vous parlais, et ben elle est là. Voilà, elle est là. Et la plus grosse avancée, c'est sur Kupiansk. C'était sur Kupiansk. Alors là, la carte est archi fausse. Bien sûr, en fait, les Russes sont ici. Hein. Voilà, ils sont à moins de 2 km de Kupiansk. À un moment, ils étaient à 1 km de Kupiansk, paraît-il. Mais en fait, c'était pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'était des forces de reconnaissance russes, au final, qui étaient à 1 km et non pas l'armée. Voilà. Donc ça, je me suis fait un peu avoir là-dessus. Donc en fait, l'armée russe est à 2 km de Kupiansk. Et là, cette fois, c'est sûr, c'est l'armée russe qui est à 2 km. Voilà. Et non pas à 10 km comme on le voit ici, ou à 8 km. Ils sont à 2 km. Donc les plus grands avancées russes sont sur cette zone-là. Et ça y est, là, il y a 4 directions. Et je vais vous montrer sur une carte plus précisément où sont les 4 directions. Donc là, vous pouvez voir les 4 directions de l'offensive russe, là où il y a les plus de 100 000 hommes. C'est là que ça se passe vraiment, c'est là que les Russes veulent faire leur offensive et avancer réellement. Alors quel est leur plan? Leur plan, c'est du nord descendre vers le sud. Donc ils vont partir de Kupiansk, prendre la ville, descendre, voilà, mais en même temps prendre Krasny Liman au sud. Et quand toute cette partie-là que vous voyez sera prise, eh bien, ils descendront sur Slaviansk, et en dessous Slaviansk, il y a Kramatorsk. Et ils prendront Slaviansk et Kramatorsk. Donc en gros, ils essayent de prendre toute cette partie-là, et une fois qu'ils auront pris toute cette partie-là, et que ce sera sécurisé, ils descendront sur Slaviansk pour prendre évidemment cette grande ville, et bien sûr Kramatorsk. Et une fois qu'ils auront réussi cela, ce sera fini, ce sera la fin de l'histoire. Puisque évidemment, vous vous doutez bien que une fois qu'ils auront pris Slaviansk et Kramatorsk, les endroits les plus importants là au nord de l'Ukraine, c'en sera fini parce qu'ils auront pris maintenant beaucoup trop de territoire et surtout ils auront tout le nord de libre. Donc évidemment, il va de soi qu'une fois qu'ils auront fini avec Slaviansk et Kramatorsk, ils prendront Kharkov, la deuxième plus grande ville du pays. C'est une évidence. Pour finir, en conclusion, dans le nord, on a vraiment les forces armées russes qui font leur offensive. Leur offensive, pour résumer, comme je vous l'ai dit,
c'est de prendre toute cette zone pour ensuite fondre sur Slaviansk et Kramatorsk. Voilà, comme ça, ce sera entièrement sécurisé, puisque c'est là qu'il y a vraiment le gros des forces armées ukrainiennes sur le milieu et le nord de l'est de l'Ukraine. Zaporozhye, c'est encore autre chose, c'est là où il y a le plus de forces ukrainiennes, mais ça, c'est un autre front que les Russes s'occuperont plus tard. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire leur grande offensive dans le nord, afin que les forces du sud montent aider ceux du nord, bien évidemment, et dégarnir la zone du sud, parce que évidemment les Ukrainiens sont pas stupides, ils savent très bien que le but des Russes dans le nord, c'est une fois qu'ils auront terminé cette zone, qui a une énorme concentration des forces armées ukrainiennes, une fois que cette force armée ici sera détruite, il n'y aura plus rien, ce sera fini. Tout est là, tout est concentré là. Donc ils pourront prendre Kharkov, ici, le dernier oblast du Nord qu'ils veulent, voilà, parce qu'ils veulent cet oblast de Kharkov pour reprendre tous les territoires russophones. Et une fois qu'ils auront pris tout ça, eh bien, ils auront le champ libre, parce que là, ils n'ont qu'à défendre. Là, les Russes ne font que défendre le temps que le Nord fasse son affaire, tout simplement. Donc là, ils veulent que défendre. Voilà, toute cette zone jusqu'à Kherson, c'est que de la défense. En attendant que le Nord fasse tout ce qu'ils ont à faire jusqu'à Kharkov, prendre Liman, sécuriser Bakhmout, prendre toute cette zone-là, Avdiivka, Siversk, voilà. Mais c'est le Avdiivka, Siversk, Bakhmout, etc. Ils ne font que défendre. Voilà. Ils défendent, ils avancent pas. Exprès pour pouvoir laisser toute la place, toutes les troupes qu'il faut au nord, afin de faire une offensive. Et là, les Ukrainiens sont bien embêtés, puisqu'ils se retrouvent dans un dilemme, c'est-à-dire soit envoyer des forces au nord, avec toute la perte du temps, d'envoyer des forces au nord, mais en dégarnissant le sud, et ils feront jamais leur percée dans ces cas-là. Gros dilemme. Et je sais pas comment les Ukrainiens peuvent s'en sortir. Pour moi, il n'y a aucune chance. Voilà, bon, c'est la fin de la carte militaire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, c'est fini pour le point sur l'Ukraine du 29 juillet 2023. Bravo aux courageux qui m'ont suivi jusque-là. 1h30, plus d'1h30 même. Bravo à vous. En tous les cas, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.